Je m'appelle Marguerite Beaumont. J'ai 68 ans. Je vis seule dans un appartement du 16e arrondissement de Paris, avenue Foch, avec vue sur l'Arc de Triomphe. Certains diraient que j'ai réussi ma vie. Patrimoine de plusieurs millions d'euros, 18 propriétés immobilières entre Paris, Lyon et Nice. Une retraite confortable après 35 ans de travail acharné dans l'investissement immobilier. Mais ce soir d'octobre, assise dans mon fauteuil en velours vert mousse, regardant la lumière dorée de l'automne traverser les rideaux en lin de ma fenêtre art déco, je me sentais comme la femme la plus pauvre du monde. Mon téléphone portable était encore chaud dans ma main. Je tremblais. Pas de froid. L'appartement était parfaitement chauffé, mais de quelque chose de bien plus profond. Une douleur que je n'avais jamais ressentie, même quand mon mari est mort il y a 23 ans. Parce que ce soir, ma fille unique, Céline, venait de me crier dessus au téléphone. Et pas n'importe comment. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, exactement comme ça s'est passé. Chaque mot, chaque silence. Parce que c'est dans ces détails que vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Il était 18h47. Je m'en souviens parfaitement parce que j'avais regardé l'horloge murale de ma cuisine juste avant de composer le numéro de Céline. J'étais déjà habillée, un tailleur-pantalon gris anthracite, un foulard Hermès que Céline m'avait offert pour mes 65 ans, mes chaussures, Louboutin confortables. J'avais préparé une bouteille de Château Margaux 2015, un vin à 450 € que je gardais pour les occasions spéciales, parce que c'était une occasion spéciale. Céline m'avait invité à dîner chez elle et Mathieu, son mari, dans leur appartement de Neuilly-sur-Seine. Nous avions prévu ça il y a 3 semaines. Elle m'avait dit « Maman, viens dîner vendredi soir, on a quelque chose d'important à te dire. » J'avais imaginé 1000 choses. Peut-être qu'il voulait m'annoncer le sexe du bébé. Céline était enceinte de 5 mois. Ou peut-être que Mathieu avait enfin trouvé un emploi stable. Il avait perdu son poste dans une start-up technologique 6 mois plus tôt. Je composais son numéro en souriant, excitée comme une enfant. « Allô, ma chérie ? Je suis en train de partir. Je prends un taxi dans 5 minutes. J'ai apporté ce Bordeaux que tu adores. Tu sais, celui dont je t'avais parlé, le. Maman, n'y va pas. » Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Céline, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Le bébé va bien ?» Il y eut un silence, pas un silence paisible. Un silence lourd, électrique, rempli de quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Le bébé va bien, » dit-elle enfin, mais sa voix était tendue, presque hystérique. « Mais toi, maman, toi, tu ne peux pas venir ce soir. » Je ne comprenais pas. Littéralement, mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Comment ça, je ne peux pas venir? Céline, nous avons prévu ça il y a 3 semaines. J'ai annulé mon bridge avec Jacqueline et Marie-Claude pour être libre ce soir. J'ai acheté le vin, je me suis préparée, je m'en fous de ton bridge, je m'en fous de ton vin, tu ne peux pas venir ici. Cette fois, c'était un cri, un vrai cri. J'entendais sa respiration saccadée au téléphone, et derrière, très faiblement, j'entendais la voix de Mathieu qui murmurait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai dû m'asseoir sur le fauteuil près de la fenêtre. « Céline, ma chérie, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Tu me fais peur. » Un autre silence. Puis, j'entendis sa voix, mais cette fois, elle était différente. Plus froide, contrôlée, comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait répété dans sa tête. « Mathieu ne veut pas que tu viennes. » Ces mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac. Mathieu ne veut pas? Non, il en a marre, maman, il en a vraiment marre. Marre de quoi? Ma voix tremblait maintenant. Céline, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu es toujours là, explosa-t-elle. Tu es toujours en train de contrôler, de critiquer, de donner ton avis sur tout, sur notre appartement, sur notre façon de vivre, sur Mathieu. Mais je n'ai jamais... Si, maman, tu le fais tout le temps. La semaine dernière, quand tu es venue, tu as dit que notre canapé était un peu tape à l'œil.
Tu as demandé à Mathieu pourquoi il n'avait toujours pas trouvé de travail dans son domaine. Tu as regardé notre cuisine en disant « C'est dommage que vous n'ayez pas choisi du marbre plus clair ». J'étais abasourdi. Oui, j'avais dit ces choses, mais pas méchamment, juste, en passant. Des observations, comme une mère le fait. Céline, je ne voulais pas te blesser. Tu ne me blesses pas, maman. Tu blesses Mathieu. Et moi, je suis fatiguée de le voir se sentir petit à chaque fois que tu viens ici. Je suis fatiguée de devoir me justifier de nos choix. Je suis fatiguée de ton jugement. Mon jugement? Céline, je t'ai élevée seule. J'ai tout sacrifié pour toi. Comment peux-tu dire que je te juge? Justement, cria-t-elle. Et maintenant, elle pleurait. Je pouvais l'entendre sangloter. Tu nous le rappelles tout le temps, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as sacrifié, comme si on te devait quelque chose. Je ne pouvais plus parler. Ma gorge s'était serrée. Des larmes montaient dans mes yeux. Céline. Non, maman, s'il te plaît. Ne viens pas ce soir. Mathieu est à bout. Il dit que si tu viens, il part de la maison. Et moi? Moi, je ne peux pas gérer ça en plus de tout le reste. En plus de tout le reste, qu'est-ce que tu veux dire? Un long silence. Puis, rien. Oublie. Ne viens juste pas. Céline, attends. Elle avait raccroché. Je suis restée assise dans mon fauteuil, le téléphone dans ma main, pendant je ne sais pas combien de temps. 10 minutes? 1 heure? Le temps avait perdu tout sens. La lumière de l'automne s'était transformée en crépuscule bleu-gris. Les lampadaires de l'avenue Foch s'allumaient un par un, créant des halos dorés dans la brume du soir. Normalement, j'adorais ce moment de la journée. Cette transition douce entre le jour et la nuit. Mais ce soir, tout me semblait hostile. Je regardais la bouteille de Château Margaux posée sur la table basse. 450 €. J'avais économisé cette bouteille pendant 3 ans, pour un moment spécial avec ma fille. Et maintenant, elle était là, inutile, témoin silencieux de mon humiliation. Humiliation, c'était le mot juste. Je me sentais humiliée, petite, indésirable, comme une mendiante qu'on chasse de la porte. Et le pire, c'est que je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Oui, j'avais fait des commentaires sur leur appartement. Oui, j'avais posé des questions sur le travail de Mathieu. Mais bon sang, j'étais sa mère. N'est-ce pas ce que les mères font? S'intéresser? Se préoccuper? Donner des conseils? Mais peut-être. Peut-être que j'avais été trop loin sans m'en rendre compte. Je me levais lentement, mes jambes tremblantes, et marchais jusqu'à mon bureau. C'était une pièce magnifique, avec des boiseries en chêne, une bibliothèque remplie de livres sur l'immobilier et la finance, et une grande fenêtre donnant sur la rue. Mon sanctuaire. L'endroit où j'avais bâti mon empire. J'ouvris le tiroir en acajou de mon bureau. À l'intérieur, il y avait une chemise en cuir contenant tous les documents importants de ma vie. Mon testament, mes polices d'assurance, mes titres de propriété. Et au milieu de tout ça, une enveloppe épaisse avec le logo du Crédit Agricole. Je la sortis avec des mains qui ne tremblaient plus. Curieusement, j'étais maintenant parfaitement calme, comme si quelque chose en moi venait de se réveiller. Quelque chose de froid, de lucide. J'ouvris l'enveloppe et en sortis le contrat. Promesse de vente, appartement T4, 120 000 Kreis, rue du Château, Neuilly-sur-Seine. Prix d'achat, 320 000 €. Acquéreur, Marguerite Beaumont. Bénéficiaires de la donation, Céline Beaumont-Moreau et Mathieu Moreau. Je relus ces mots plusieurs fois. 320 000 €. 320 000 €. C'était l'argent que j'avais versé il y a 6 mois pour sauver ma fille et mon gendre de la ruine financière, pour les empêcher de perdre leur appartement, pour qu'ils puissent élever mon futur petit-fils dans un endroit décent. Laissez-moi vous expliquer comment on en était arrivé là. C'était en avril dernier. Un samedi matin pluvieux. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner sur la terrasse, couverte de mon appartement. Café noir, croissant aux amandes de la boulangerie Poilane, journal Le Figaro, quand Céline avait appelé. Dès que j'avais entendu sa voix, j'avais su que quelque chose n'allait pas. Elle avait cette tonalité tendue, fragile,
qu'elle avait toujours eu enfant quand elle essayait de ne pas pleurer. « Maman, et est-ce que je peux passer te voir? Avec Mathieu? C'est important. » Ils étaient arrivés 1 heure plus tard. Céline avait les yeux rouges. Elle était enceinte de 3 mois à l'époque. Ça se voyait à peine, juste une légère rondeur sous son pull en cachemire. Mathieu marchait derrière elle comme un chien battu, les épaules basses, évitant mon regard. Je les avais fait asseoir dans le salon, j'avais servi du thé, et j'avais attendu. Ce fut Mathieu qui parla en premier, ce qui m'avait surprise. Normalement, il laissait toujours Céline mener les conversations. Marguerite. Il avait toujours refusé de m'appeler maman, même après 3 ans de mariage. Nous avons un problème, un gros problème. Je t'écoute. Il avait échangé un regard avec Céline. Elle lui avait fait un petit signe de tête, l'encourageant à continuer. J'ai été licenciée, de TechVision. Il y a eu une restructuration. Ils ont coupé 40% des effectifs. J'étais dans le lot. Je vois. Et quand cela s'est-il passé? Il y a 4 mois. 4 mois. Et c'était la première fois que j'en entendais parler. Et tu as trouvé autre chose? Il secoua la tête, les mâchoires serrées. Le marché est saturé. Il y a 300 candidats pour chaque poste. J'ai envoyé 87 CV. J'ai eu 3 entretiens. Rien. Je regardais Céline. Elle fixait ses mains, les doigts entrelacés sur ses genoux. Et toi, ma chérie? Ta boutique de prêt-à-porter? Sa voix était à peine un murmure. Elle ne marche pas bien, maman. Les gens achètent en ligne maintenant. Je perds de l'argent chaque mois. Combien? 2 000 € par mois. Depuis 8 mois. Mon Dieu. 16 000 € de pertes. Et elle ne m'avait rien dit. Et vos économies? Mathieu émit un rire amer. Quelles économies? On a tout dépensé dans les traitements de fertilité avant que Céline tombe enceinte naturellement. 32 000 € en 2 ans. Je me souvenais. Les FIV, les hormones, les fausses couches. Céline avait tellement souffert. Donc, laissez-moi résumer, dis-je calmement, même si mon cœur battait vite. Pas de revenus stables, des pertes mensuelles et un bébé qui arrive dans 6 mois. « Ce n'est pas tout, » murmura Céline. Et là, elle fondit en larmes. « Maman, la banque va saisir l'appartement. »« Quoi ? On a 3 mois de retard sur le crédit immobilier. Ils nous ont envoyé une mise en demeure. Si on ne paie pas 18 000 € dans les 2 mois, ils lancent la procédure d'expulsion. » J'avais senti mon estomac se nouer. 18 000 € pour les arriérés. Et le total de votre crédit? Mathieu avait sorti une feuille de papier de sa poche, froissée, couverte de chiffres griffonnés. On doit encore 340 000 € à la banque. On avait donné 60 000 € d'apport il y a 4 ans, mais avec les intérêts. Sa voix se brisa. Marguerite, on va tout perdre. Et avec un bébé en route, on va finir où? Dans un studio de 30 mètres carrés en banlieue lointaine? Céline sanglotait maintenant. Je suis tellement désolée, maman. Je sais qu'on a merdé. Je sais qu'on aurait dû mieux gérer. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement peur. Je m'étais levée. J'avais marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, il pleuvait toujours. Les gouttes glissaient sur le verre comme des larmes. Qu'est-ce qu'une mère fait dans ces moments-là? On sauve ses enfants. C'est ce qu'on fait. Peu importe le prix. Je m'étais retournée vers eux. Je vais acheter votre appartement. Je vais payer les 340 000 € à la banque. Le crédit sera soldé. Vous n'aurez plus de dettes. Céline avait levé les yeux, incrédule. Quoi? Je vais acheter l'appartement. Vous continuerez à y habiter. Gratuitement. Le temps que vous vous remettiez sur pied. Que Mathieu trouve du travail. Que le bébé naisse. Et quand vous serez stable, financièrement et émotionnellement, on verra pour vous transférer la propriété. Mathieu me regardait comme si j'étais le Messie. Vous feriez ça? Je suis en train de vous le proposer, non? Céline s'était jetée dans mes bras, pleurant de soulagement. Maman, maman, tu nous sauves la vie. Littéralement, tu es la meilleure mère du monde. Je ne sais pas comment te remercier. En prenant soin de toi et de mon petit-fils, avais-je dit en caressant ses cheveux. C'est tout ce que je demande. Et voilà où j'en étais maintenant, 6 mois plus tard,
assise à mon bureau, tenant ce contrat dans mes mains. 320 000 euros. J'avais vendu un de mes appartements à Nice pour avoir la liquidité nécessaire. Un T3 magnifique, avec vue sur la promenade des Anglais, que j'avais acheté 15 ans plus tôt comme investissement pour ma retraite. C'était mon rêve. Passer mes vieux jours au bord de la Méditerranée, lire sur le balcon, regarder les couchers de soleil orange sur la mer. J'avais vendu ce rêve pour sauver ma fille. Et ce soir, elle venait de me crier dessus au téléphone. Elle m'avait traité de contrôlante, de critique, de juge. Elle m'avait dit de ne pas venir chez elle parce que son mari, cet homme que j'avais sauvé de la faillite, ne voulait pas me voir. Je relus le contrat encore une fois. Spécifiquement la date en bas de la 2e page. Signature définitive et enregistrement au bureau du notaire. Mardi 24 octobre 2023, 10 heures, étude de maître Françoise Dubois, 12 rue de Presbourg, 705 016, Paris. Mardi prochain, dans 5 jours. Après cette signature, l'appartement leur appartiendrait légalement. Ils pourraient me mettre dehors de leur vie et garder les 320 000 euros que j'avais investis pour eux. Mais jusqu'à cette signature. Techniquement, légalement, l'appartement était toujours à moi. J'avais payé la banque. La dette était à mon nom. Le titre de propriété portait mon nom en attendant le transfert. Je pouvais encore annuler. Cette pensée me traversa l'esprit comme un éclair. Froide, claire, presque violente dans sa simplicité. Je pouvais annuler. Je regardais l'horloge. 19h34. Le cabinet de maître Dubois était fermé, évidemment. Mais j'avais son numéro de portable. Nous nous connaissions depuis 22 ans. Elle avait géré toutes mes transactions immobilières. Ma main tremblait légèrement quand je composais son numéro. Mais ce n'était plus de la tristesse. C'était autre chose. De l'adrénaline, peut-être. Ou de la colère. Ou les deux. Allô ? Sa voix était surprise. Marguerite ? Un problème ? Bonsoir, Françoise. Désolée de vous déranger un vendredi soir. Pas de souci, vous m'inquiétez. Que se passe-t-il ? Je pris une grande inspiration. L'appartement de Neuilly, celui de ma fille. Je veux annuler le transfert de propriété. Silence. Puis, pardon ? Vous m'avez bien entendu. Je ne veux plus transférer la propriété à Céline et Mathieu. Je veux que l'appartement reste enregistré à mon nom. Définitivement. Marguerite ? Sa voix était prudente maintenant. Nous sommes à 5 jours de la signature. Tout est prêt. Les documents sont préparés. Votre fille et votre gendre comptent sur... Je sais tout ça, la coupai-je. Mais j'ai changé d'avis. Ai-je légalement le droit de le faire ? Un autre silence. Je l'entendais respirer, réfléchir. Techniquement, oui. Le compromis de vente que vous avez signé n'incluait pas de clause pénale d'engagement irrévocable bilatéral. Vous pouvez vous rétracter jusqu'au moment de la signature définitive. Mais Marguerite, puis-je vous demander ce qui s'est passé ? Des raisons personnelles. Je comprends. Et souhaitez-vous que j'envoie une notification officielle à Céline et Mathieu ? Oui, une notification de rétractation. Et... Je fermai les yeux. Ce que j'allais dire maintenant était le point de non-retour. Et une notification d'éviction. Délai légal de 30 jours. Marguerite. Sa voix était choquée maintenant. Vous voulez les expulser ? Votre propre fille, qui est enceinte de 5 mois. Oui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que vous en arriviez là ? Je sentis ma gorge se serrer. Parce que ce soir, Françoise, ma fille m'a crié dessus au téléphone et m'a dit que je n'étais pas la bienvenue chez elle, dans l'appartement que j'ai payé 320 000 euros, pour les sauver. Oh, Marguerite. Ne me faites pas de morale, s'il vous plaît. Dites-moi juste si c'est légalement possible. Un long soupir. C'est possible, mais je dois vous avertir. Cela va créer une rupture familiale probablement irréparable. La rupture est déjà là, Françoise. Je ne fais que la formaliser. D'accord. Je prépare les documents dès lundi matin. Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception. Ils recevront la notification mardi au plus tard. Merci. Marguerite. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vous aussi, Françoise, bonne soirée. Je raccrochais.
Je restais assise à mon bureau pendant une longue minute, regardant le téléphone. Une partie de moi, la mère, l'éternelle protectrice, hurlait que j'étais en train de faire une terrible erreur, que j'allais regretter ça, que j'allais perdre ma fille pour toujours. Mais une autre partie, celle qui avait survécu à la mort de son mari, qui avait élevé une fille seule, qui avait bâti un empire immobilier dans un monde d'hommes, cette partie savait exactement ce qu'elle faisait. J'enseignais une leçon. Non, c'était plus que ça. Je protégeais ma dignité. Parce que voilà ce que j'avais réalisé dans les minutes qui avaient suivi ce coup de téléphone. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Et j'avais laissé ma fille m'exploiter parce que j'avais peur de la perdre. Mais en acceptant d'être traitée comme une distributrice automatique de billets, utile mais encombrante, je l'avais déjà perdue. Je vivais juste dans le déni. Je me levai et marchai jusqu'à la cuisine. J'ouvris la bouteille de Château Margaux, celle que j'avais achetée pour le dîner qui n'aurait jamais lieu, et m'en servis un grand verre. Le vin était magnifique, robe rubis profonde, arôme de cassis, de tabac, de cuir. J'en bus une longue gorgée. 450 € la bouteille, et je la buvais seule, un vendredi soir, dans mon appartement vide. Mais je ne pleurais pas. Ce soir-là, je ne dormis presque pas. Je restais allongée dans mon lit, king size, trop grand pour une seule personne, regardant les ombres danser au plafond. Les phares des voitures qui passaient sur l'avenue Foch créaient des motifs éphémères de lumière. Je pensais à Céline, à la petite fille qu'elle avait été, au dimanche, au jardin du Luxembourg, où elle courait après les pigeons en riant, aux soirées où je l'aidais avec ses devoirs de mathématiques, même quand j'étais épuisée par ma journée de travail, à son diplôme de la Sorbonne, où elle m'avait remerciée en pleurant devant tout le monde. Quand s'était-elle transformée en cette femme qui me criait dessus au téléphone? Ou peut-être que la vraie question était « Quand avais-je arrêté d'exiger le respect que je méritais ?» Parce que c'était aussi ma faute. Je le voyais maintenant. J'avais toujours été là, toujours prête à sauver, à payer, à sacrifier. Et en faisant ça, je lui avais appris que maman était invincible, inépuisable, qu'elle pouvait me traiter n'importe comment parce que maman comprendrait toujours. Maman pardonnerait toujours. Mais ce soir, j'avais décidé que ça suffisait. Le samedi passa dans une sorte de brume. Je ne sortis pas de l'appartement. Je ne répondis à aucun appel, pas que Céline ait essayé d'appeler, de toute façon. Je mangeais à peine. Je restais assise dans mon bureau, regardant par la fenêtre, perdue dans mes pensées. Le dimanche matin, je reçus un message de ma meilleure amie, Jacqueline. « Ma chérie, on se voit toujours pour le brunch demain? Chez Angelina? J'ai tellement de choses à te raconter. » Je tapais une réponse. « Désolée, Jackie, pas d'humeur. Une autre fois ?» Elle rappela immédiatement. « Marguerite Beaumont, qu'est-ce qui se passe? Tu annules jamais nos brunchs. » Je soupirais. « C'est Céline. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ?» Jacqueline n'avait jamais eu d'enfant. Parfois, elle disait que c'était son plus grand regret. Mais d'autres fois, comme maintenant, je me demandais si ce n'était pas plutôt une bénédiction. Elle m'a crié dessus vendredi soir. Elle m'a dit de ne pas venir chez elle parce que Mathieu en avait marre de moi. Quoi? Après tout ce que tu as fait pour eux? Exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'ai annulé le transfert de l'appartement. Je les expulse. Ils ont 30 jours. Silence. Puis, mon Dieu, Marguerite, tu es sérieuse? Oui. Bien. 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 Il était temps que quelqu'un remette cette petite prétentieuse à sa place. Je ris malgré moi. Jackie. Quoi? C'est la vérité. Je t'aime, tu le sais, mais tu as toujours été trop molle avec elle. Le mardi matin arriva plus vite que je ne l'aurais cru possible. Je m'étais levée tôt, 6h30, comme d'habitude, et j'avais fait ma routine matinale avec une précision mécanique. Douche, café, toast avec confiture d'abricot, lecture du Figaro. Tout était normal, sauf que rien n'était normal. À 9h47, mon téléphone sonna. C'était Françoise Dubois. « C'est envoyé », dit-elle simplement. Le coursier vient de confirmer la livraison. Ils ont signé l'accusé de réception il y a 3 minutes. Mon cœur fit un bond. D'accord. Merci, Françoise. Marguerite, vous êtes sûre de vous?
Il n'est pas trop tard pour... Je suis sûre. Très bien. Je reste disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je raccrochais et regardais mon téléphone, comme s'il allait exploser d'une seconde à l'autre. Céline et Mathieu venaient de recevoir la notification. Ils étaient probablement en train de la lire en ce moment même. Je m'imaginais la scène. Mathieu ouvrant l'enveloppe officielle avec le logo du cabinet notarial, son visage devenant pâle en lisant les premiers mots. Notification de rétractation de promesse de vente. Puis, plus bas. Notification d'éviction avec délai légal de 30 jours. Céline lisant par-dessus son épaule. Son cri, ses larmes. Une partie de moi voulait appeler, expliquer, adoucir le coup. Mais je ne le fis pas. Parce que si j'appelais maintenant, tout ce que j'avais fait serait inutile. Je redeviendrais la mère qui cède, la mère qui pardonne avant même qu'on lui demande pardon, la mère qui accepte d'être traitée comme une moins que rien pourvu qu'on l'aime encore un peu. Non, cette fois, c'était différent. Le téléphone sonna à 10h23. C'était Céline. Je regardais son nom s'afficher sur l'écran. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Mais je ne répondis pas. Elle rappela. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je laissai sonner. Puis vint le premier message vocal. « Maman ». Sa voix était brisée, paniquée. « Maman, s'il te plaît, réponds. On a reçu une lettre. Ça dit que tu annules tout, que tu nous expulses. C'est une erreur, n'est-ce pas? Ça doit être une erreur. Rappelle-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. » Puis un deuxième. « Maman, c'est pas possible que tu fasses ça. Pas maintenant. Je suis enceinte. On n'a nulle part où aller. Rappelle-moi. » Puis un troisième, plus calme mais plus terrifiant. « Maman, je sais que t'es en colère. Je sais que j'ai merdé vendredi. Mais s'il te plaît, on peut parler. En face à face, je vais venir chez toi. Je pars maintenant. S'il te plaît, sois là. » Je regardais ce dernier message avec une sensation étrange au creux de l'estomac. Céline allait venir. Ici, dans moins d'1 heure, probablement. Est-ce que j'étais prête pour ça? Je marchais jusqu'à la salle de bain et me regardais dans le miroir. J'avais 68 ans, mais les gens me donnaient souvent 5 ou 6 ans de moins. Cheveux gris argentés coupés au carré, toujours impeccablement coiffés. Peau encore relativement lisse, grâce à des décennies de crème solaire et de bons produits. Yeux bleu-gris qui avaient vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je voyais aussi quelque chose d'autre dans ses yeux. De la détermination, de la douleur. Et peut-être, juste peut-être, un soupçon de doute. Le doute, je le chassais immédiatement. Non. Je ne pouvais pas me permettre de douter maintenant. Céline arriva à 11h42. L'interphone bourdonna, et j'entendis sa voix haletante, comme si elle avait couru. « Maman, c'est moi. Laisse-moi monter, s'il te plaît. » J'appuyais sur le bouton sans répondre. 2 minutes plus tard, elle frappait à ma porte. 3 coups rapides, presque violents. J'ouvris. Elle était là, debout dans le couloir, vêtue d'un jean de maternité et d'un pull oversize. Ses cheveux étaient attachés en un chignon négligé. Pas de maquillage. Des cernes violettes sous les yeux. Son ventre de 5 mois était maintenant bien visible. Nous nous regardâmes pendant un long moment sans parler. Puis elle dit, d'une voix tremblante. « Pourquoi? Entre !» Elle entra dans l'appartement comme si elle marchait vers l'échafaud. Je refermai la porte derrière elle et la guidai vers le salon. « Assieds-toi. »« Je ne veux pas m'asseoir. Je veux savoir pourquoi tu fais ça. »« Je t'ai dit de t'asseoir, Céline. » Quelque chose dans mon ton dut la surprendre, parce qu'elle obéit. Elle s'assit sur le canapé en cuir beige, les mains croisées sur son ventre, comme pour protéger le bébé. Je m'assis en face d'elle, dans le fauteuil près de la fenêtre. Mon fauteuil, celui où j'étais assise vendredi soir quand elle m'avait hurlé dessus. « Pourquoi je fais quoi, exactement ?» demandai-je calmement. « Pourquoi tu annules tout? Pourquoi tu nous expulses? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? » « Parfaitement. Je récupère ce qui m'appartient. » « Ce qui... » Elle secoua la tête, incrédule. « Maman, tu avais dit que tu nous donnais l'appartement. » « Non. J'avais dit que je l'achetais et qu'on verrait plus tard pour le transfert. Je n'ai jamais parlé de donation. »
Mais on pensait que ce que vous pensiez n'est pas ce qui a été dit, ni ce qui a été écrit dans le contrat. Elle me regardait comme si elle ne me reconnaissait pas. Qui es-tu? C'est pas ma mère qui parle. Ma mère ne ferait jamais ça. Ta mère a changé vendredi soir, au moment où tu lui as crié dessus au téléphone. Elle eut au moins la décence de rougir. Maman, j'étais stressée. Mathieu était dans tous ses états. Il avait eu une mauvaise journée au travail et... Stop. Quoi? Arrête! Arrête de faire comme si c'était la faute de Mathieu. Mais c'est toi qui m'as crié dessus. Ma voix résonna dans le salon, si forte que Céline sursauta. C'est toi qui m'as dit de ne pas venir. C'est toi qui m'as traitée de contrôlante. C'est toi qui m'as dit que ton mari en avait marre de moi. Pas lui. Toi. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je sais, maman, et je m'excuse. D'accord? Je m'excuse. J'aurais pas dû. Tu t'excuses parce que tu as peur de perdre l'appartement, pas parce que tu regrettes vraiment. Non, c'est pas vrai. Vraiment? Je me penchai en avant. Alors réponds-moi franchement. Si je n'avais pas annulé le transfert, est-ce que tu serais venu t'excuser? Est-ce que tu aurais même rappelé après vendredi soir? Silence. C'est bien ce que je pensais. Maman. Sa voix se brisa. S'il te plaît, on n'a nulle part où aller. On n'a pas d'argent pour louer autre chose. Mathieu vient juste de commencer son nouveau travail. Il gagne même pas 2000 € par mois. Et moi, je peux plus travailler avec le bébé qui arrive. Vous auriez dû y penser avant. Avant quoi? Avant de te dire la vérité? Je ris. Un rire dur, sans joie. La vérité? Tu veux parler de vérité? D'accord. Voici la vérité, Céline. J'ai vendu mon appartement de Nice, celui où je rêvais de passer ma retraite. Pour vous. J'ai investi 320 000 € pour vous sauver. Et toi, tu m'as remercié en me traitant comme une merde. Je t'ai jamais traité comme... Si, tu l'as fait. À chaque fois que tu m'as dit de ne pas venir sans prévenir. À chaque fois que tu as levé les yeux au ciel quand je posais des questions. À chaque fois que tu as pris le parti de Mathieu contre moi. Elle pleurait ouvertement maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Je veux que tu apprennes une leçon. Quelle leçon? Que l'amour d'une mère n'est pas un dû, que mon argent n'est pas un droit, et que si tu veux être traitée comme une adulte indépendante, alors vis comme une adulte indépendante. Mais le bébé? Le bébé ira bien. Vous trouverez un appartement, plus petit, moins cher, vous vous débrouillerez, comme tout le monde. Elle me regardait, les yeux écarquillés, comme si elle voyait un monstre. T'es sérieuse, t'es vraiment sérieuse, tu vas nous mettre à la rue. Oui. Elle se leva brusquement du canapé, les poings serrés. Tu sais quoi? J'espère que t'es contente de toi. J'espère que quand tu seras seule dans ton appartement de luxe, avec tout ton argent, tu seras vraiment heureuse. Parce que moi, ton petit-fils, on sera plus là. C'est un chantage? Non, c'est une promesse. Si tu nous expulses, tu nous verras plus jamais. Ni moi, ni Mathieu, ni le bébé. Plus jamais. Elle attendait que je cède, que je panique, que je la supplie de ne pas faire ça. Mais je restais assise, calme, et je dis simplement « Si c'est ton choix ». Son visage se décomposa. Quoi? Si tu choisis de couper les ponts avec moi plutôt que d'assumer tes responsabilités, alors c'est ton choix. Je ne peux pas te forcer à être ma fille. Tu... Elle bégayait maintenant, en état de choc. T'es folle, t'es complètement folle. Non, je suis lucide, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Puis elle se retourna une dernière fois. Tu vas regretter ça, je te le jure. Peut-être, mais au moins, j'aurais gardé ma dignité. Elle claqua la porte si fort que le cadre photo accroché au mur vibra. Je restai assise, immobile, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. L'ascenseur qui s'ouvrait puis se refermait, le silence qui revenait. Et alors, seulement alors, je me permis de pleurer. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie.
Céline ne m'appela pas. Pas une seule fois. Ni message, ni email. Rien. Mathieu, en revanche, essaya. Il m'envoya un long email le jeudi suivant. Je le lus, même si chaque mot me faisait mal. « Madame Beaumont, je sais que vous êtes en colère. Je comprends. Ce que Céline a dit au téléphone était inacceptable. Mais s'il vous plaît, comprenez que nous vivons un stress énorme. La grossesse. Mon nouveau travail. Les difficultés financières. Céline ne dort presque plus. Elle pleure tous les soirs. Je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous vous avons déçus. Mais est-ce que cela mérite vraiment que vous nous jetiez dehors? Est-ce que votre petit-fils mérite de grandir dans un taudis parce que sa mère a eu un moment de faiblesse? Je vous en supplie. Donnez-nous une seconde chance. Nous ferons mieux. Je vous le promets. Mathieu. Je relus cet email 5 fois. Puis je le supprimai sans répondre. Parce que ce que Mathieu ne comprenait pas, ce que Céline ne comprenait pas non plus, c'est que ce n'était pas une question de seconde chance. C'était une question de respect. Et le respect, ça ne se donne pas. Ça se gagne. Le lundi de la 3e semaine, je reçus un appel inattendu. Madame Beaumont, Maître Philippe Renard, cabinet d'avocats Renard & Associés. Je représente votre fille, Céline Moreau, et son époux, Mathieu Moreau. Mon cœur se serra. Ils avaient engagé un avocat. Je vous écoute, maître. Mes clients m'ont exposé la situation concernant l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Ils estiment que votre décision de rétracter la promesse de vente constitue un abus de droit, compte tenu des circonstances particulières, notamment la grossesse de Madame Moreau et les promesses verbales que vous leur auriez faites. Des promesses verbales qui ne figurent dans aucun document signé. Certes, mais en droit français, il existe la notion de bonne foi contractuelle. Mes clients ont des témoignages écrits, email, messages, où vous parlez de leur donner l'appartement. Je souris malgré moi. Maître, j'ai 35 ans d'expérience dans l'immobilier. Je sais exactement ce qui est juridiquement contraignant et ce qui ne l'est pas. Le contrat que j'ai signé avec Maître Dubois est parfaitement légal et ne contient aucune clause d'engagement irrévocable. J'ai le droit de me rétracter. Silence. Puis. C'est exact. Mais permettez-moi de vous poser une question, Madame Beaumont. Pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'être humain. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Perdre votre fille pour une question d'orgueil? Ce n'est pas une question d'orgueil, maître. C'est une question de dignité. Quelque chose que votre génération semble avoir oublié. Je vois. Eh bien, dans ce cas, je dois vous informer que mes clients vont chercher un logement alternatif. Ils n'ont pas les moyens de vous affronter en justice. Mais sachez une chose, vous aurez peut-être gagné légalement, mais vous avez perdu votre famille. Il raccrocha. Je restai assise, le téléphone à la main, me demandant si j'avais effectivement gagné quoi que ce soit. Le jour 25 du délai de 30 jours, je reçus un appel de Françoise Dubois. « Marguerite, j'ai des nouvelles. Céline et Mathieu ont trouvé un appartement, un T2 à Montreuil, 48 mètres carrés. 100 € par mois. Montreuil, une commune de banlieue à l'est de Paris, loin du bois de Boulogne, loin des beaux quartiers. Je vois, dis-je simplement. Ils vont déménager samedi. L'huissier viendra constater les lieux lundi. Tout sera terminé. Très bien. Merci de m'avoir tenu informé. Marguerite. Comment vous sentez-vous? Bien. Vraiment? Je regardais par la fenêtre. Dehors, l'automne avait cédé la place à l'hiver. Les arbres de l'avenue Foch étaient nus, le ciel était gris. Non, admis-je finalement. Je me sens terrible. Voulez-vous que je fasse quelque chose? Annuler l'éviction. Il n'est pas trop tard. Non, c'est ce qui doit se passer. D'accord. Prenez soin de vous, d'accord? Le samedi du déménagement, je ne sortis pas de chez moi. Je savais qu'ils seraient en train de charger leurs affaires dans un camion de location. Je m'imaginais Céline, enceinte de 6 mois maintenant, emballant ses vêtements de bébé. Mathieu démontant les meubles. Ils quittaient l'appartement que j'avais payé pour eux, pour aller dans un endroit que je ne connaîtrais jamais. Vers 15 heures, mon téléphone vibra. Un message de Céline. Je le fixai pendant une longue minute avant de l'ouvrir. On est parti. T'es contente maintenant? Pas de maman. Juste, t'es contente.
Je tapais une réponse, puis l'effaçais, puis en tapais une autre, puis l'effaçais aussi. Finalement, je ne répondis rien. Les semaines passèrent. Novembre devint décembre. Paris se couvrit de décorations de Noël. Les Champs-Élysées scintillaient de milliers de lumières. Les vitrines des grands magasins se transformaient en scènes féeriques. Mais moi, je me sentais vide. Jacqueline me força à sortir pour le réveillon du Nouvel An. « Tu ne vas pas rester seule chez toi à te morfondre. Margot, viens, on va au Ritz, champagne, caviar, orchestre, ça va te faire du bien. » J'acceptais, parce que l'alternative était de rester seule dans mon appartement, à penser à Céline. Céline, qui était maintenant enceinte de 7 mois et demi. Céline, qui vivait dans un T2 à Montreuil. Céline, qui ne m'avait pas parlé depuis 2 mois. Au Ritz, entourée de gens riches et élégants, je levais mon verre de cristal à minuit et pensais « j'ai tout, et je n'ai rien ». Le 15 janvier, mon téléphone sonna à 3h47 du matin. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant. Qui appelait à une heure pareille? Un accident? Une catastrophe? C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Beaumont? Une voix de femme, professionnelle. Je suis l'infirmière du service maternité de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Votre fille, Céline Moreau, a été admise il y a 2 heures. Elle a accouché d'un petit garçon à 2h38. Mon monde s'arrêta. Elle va bien? Mère et bébé vont bien. C'était un accouchement prématuré, 37 semaines, mais sans complications. Le bébé pèse 9 kilos. Il est en bonne santé. Et Céline? Elle est fatiguée, mais elle va bien. Est-ce que... Ma voix se brisa. Est-ce qu'elle veut me voir? Un silence. Puis, c'est elle qui m'a demandé de vous appeler, madame. Je ne me souviens pas vraiment de comment je me suis habillée. Je me souviens juste d'être debout devant mon placard, tremblante, tirant des vêtements au hasard. Un pantalon noir, un pull en cachemire beige, mon manteau de laine, mon écharpe. Mon petit-fils était né. Mon petit-fils. J'avais un petit-fils. Et Céline voulait que je vienne. Le taxi que j'avais appelé arriva en 15 minutes. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années aux yeux fatigués, me regarda dans le rétroviseur. « Hôpital Jean Verdier à Bondy, s'il vous plaît. Le plus vite possible. »« Une urgence, madame ?»« Non. Une naissance. » Il sourit. « Félicitations, alors. »« Merci. » Le trajet dura 45 minutes. À cette heure-là, les routes étaient presque vides. Paris dormait encore, enveloppé dans l'obscurité froide de janvier. Je regardais défiler les immeubles, les rues, les ponts. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment est-ce que j'allais me comporter? Est-ce que Céline me pardonnerait? Est-ce que moi, je pouvais la pardonner? Trop de questions, pas assez de réponses. L'hôpital Jean Verdier était un grand bâtiment moderne, tout en verre et béton. Je me présentai à l'accueil. « Madame Marguerite Beaumont, je viens voir ma fille, Céline Moreau, service maternité. » La réceptionniste vérifia sur son ordinateur. « Chambre 412, 4e étage, LB. » Je pris l'ascenseur. Mes jambes tremblaient tellement que je dus m'appuyer contre la paroi. Quand les portes s'ouvrirent, au 4e étage, je restai immobile pendant quelques secondes, incapable de bouger. Puis je marchai dans le couloir. Mes pas résonnaient sur le sol en linoléum. Chambre 410, chambre 411, chambre 412. Je m'arrêtai devant la porte. Elle était entr'ouverte. J'entendais des voix à l'intérieur. Celle de Céline, celle de Mathieu. Je frappais doucement. Entrez. Je poussai la porte. La chambre était petite mais propre. Un lit médicalisé. Une chaise pour les visiteurs. Une petite table avec un bouquet de fleurs déjà fanées. Et là, dans le lit, Céline. Elle avait l'air épuisée. Cheveux collés sur le front par la sueur. Cernes violettes sous les yeux. Pâle, fragile, mais elle était en vie. Et dans ses bras, enveloppé dans une petite couverture bleue, il y avait un bébé. Mon petit-fils. Mathieu était debout à côté du lit, les bras croisés, l'air mal à l'aise. Quand il me vit, il détourna le regard.
Céline, elle, me regarda directement. Et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la vulnérabilité, de la peur, et peut-être, juste peut-être, un peu de regret. « Maman, dit-elle d'une voix faible, tu es venue. » Évidemment que je suis venue. Ma voix tremblait. « Tu as accouché. Tu vas bien ?»« Je vais bien. Il est arrivé 3 semaines en avance. Mais tout s'est bien passé. » Je m'approchais lentement du lit, comme si j'avais peur de la briser. Ou peut-être que c'était moi qui avais peur d'être brisée. « Est-ce que je peux le voir ?» Elle hésita. Juste une seconde. Puis elle écarta légèrement la couverture. Et je le vis. Mon petit-fils. Il était minuscule, rouge, avec une touffe de cheveux noirs sur le crâne, les yeux fermés, les petits poings serrés. Il dormait, totalement inconscient du drame qui avait précédé sa naissance. « Il est magnifique », murmurai-je. Des larmes coulaient sur mes joues maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. Absolument magnifique. « Tu veux le prendre ?» demanda Céline. Je la regardais, surprise. « Je peux ? C'est ton petit-fils. » Elle me tendit le bébé avec précaution. Je le pris dans mes bras et soudain, tout le poids du monde sembla disparaître. Il ne pesait rien, et en même temps, il pesait tout. « Comment vous l'avez appelé ?»« Léon, » dit Céline. Sa voix se brisa. « Léon Beaumont-Moreau. » Je levai les yeux vers elle, choquée. « Beaumont ?»« Oui, je voulais qu'il porte ton nom de famille, parce que tu es sa grand-mère, et parce que... » Elle s'arrêta, luttant pour trouver ses mots. « Parce que je suis désolée. » Le silence qui suivit était lourd. Mathieu regardait ses pieds. Céline me regardait, les yeux rouges. Désolée pourquoi, Céline ? Je devais l'entendre. J'avais besoin de l'entendre. Pour tout, pour t'avoir crié dessus, pour t'avoir traité comme si tu étais un problème, pour avoir oublié tout ce que tu as fait pour moi. Pour nous. Sa voix montait maintenant, entrecoupée de sanglots. Tu avais raison, maman. Je t'ai traité comme une merde et je n'ai aucune excuse. Je berçais doucement Léon dans mes bras, sentant son petit cœur battre contre moi. Et Mathieu ? Je le regardais. Qu'est-ce qu'il en pense ? Il releva enfin la tête. Ses yeux étaient rouges aussi. Madame Beaumont. Je vous dois des excuses, les plus grandes excuses. J'ai été lâche. J'ai laissé ma fierté, ma honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, se transformer en ressentiment contre vous. Et j'ai entraîné Céline dans ça. Tu ne m'as pas entraîné, dit Céline. C'est moi qui ai choisi. Tu m'as peut-être influencé, mais c'est moi qui ai décroché ce téléphone et qui ai dit ces horreurs. Je m'assis lentement sur la chaise près du lit, tenant toujours Léon. Vous savez ce qui m'a le plus fait mal ? Ce n'étaient pas les mots. C'était le fait que vous pensiez que mon amour était acquis, que peu importe comment vous me traitiez, je serais toujours là à ramasser les morceaux. On s'est trompé, dit Mathieu. Complètement trompé. Ces 3 derniers mois ont été les pires de ma vie, continua Céline. Pas seulement à cause de l'appartement, mais parce que tu me manquais, ma mère me manquait. Et je réalisais chaque jour à quel point j'avais été stupide, à quel point je t'avais prise pour acquise. Comment vous vous en sortez ? Demandai-je. Financièrement, pratiquement. Céline et Mathieu échangèrent un regard. C'est difficile, admit Mathieu. L'appartement de Montreuil est petit, vraiment petit. On a dû vendre presque tous nos meubles parce qu'ils ne rentraient pas. Mais... Il prit une grande inspiration. Mais on y arrive. Je travaille comme gestionnaire de maintenance dans un hôtel. 400 € par mois. Céline a fermé sa boutique. Elle va reprendre un travail à temps partiel après son congé maternité. Et vous avez fait un budget ? Oui, pour la première fois de notre vie. Céline eut un petit rire sans joie. On a une feuille Excel avec toutes nos dépenses. Loyer, nourriture, transport, couches, tout. On économise même 150 € par mois. 150 €? Je sais, c'est ridicule comparé à ce qu'on avait avant. Mais c'est à nous. On ne doit rien à personne.
Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De la fierté, peut-être. Ou de la maturité. « Vous commencez à comprendre, dis-je doucement. « Quoi ?»« Ce que je voulais vous apprendre. » Céline me regardait intensément maintenant. C'était ça? C'était une leçon? Pas seulement une leçon, Céline. C'était une question de survie. La tienne et la mienne. Comment ça? Je regardais Léon qui dormait paisiblement dans mes bras. Si innocent, si pur. Sans savoir que sa naissance était le résultat de tant de douleurs. Parce que si j'avais continué à te sauver, encore et encore, sans jamais exiger le respect que je méritais, je t'aurais détruite. Et moi aussi. Détruite? Oui. Je t'aurais transformée en une femme dépendante, incapable de se débrouiller seule, qui attend toujours que maman règle les problèmes. Et moi, je serais devenue une mère amère, qui donne tout et ne reçoit que du mépris en retour. Mathieu s'assit sur le bord du lit, à côté de Céline. J'ai grandi dans une famille où mes parents payaient tout, tout. Mon appartement d'étudiant, ma voiture, mes vacances. Quand j'ai perdu mon emploi, ma première réaction n'a pas été de me battre. Ça a été de me demander qui allait me sauver. Et moi, j'étais pareil, admit Céline. Quand on avait un problème, je pensais automatiquement à toi, à ton argent, à tes solutions. Je ne cherchais même pas à résoudre les choses par moi-même d'abord. Exactement. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance déguisée en amour. Céline essuya ses larmes avec le revers de sa main. Ces 3 mois ont été horribles, maman. Vraiment horribles. Chercher un appartement avec un budget ridicule, calculer chaque euro, réaliser qu'on ne pouvait plus se permettre de manger au restaurant, qu'on devait acheter les vêtements du bébé d'occasion. Mais, elle prit une grande inspiration. Mais on l'a fait. On a trouvé l'appartement, on a économisé, on a survécu. Et maintenant, quand je regarde notre petit T2 à Montreuil, je me dis, c'est à nous, vraiment à nous. Personne ne peut nous le reprendre. Et ça te rend fière? Oui. Pour la première fois de ma vie, je suis fière de quelque chose que j'ai construit moi-même, sans ton aide. J'embrassai doucement le front de Léon. Il sentait cette odeur unique des nouveau-nés, un mélange de lait et de douceur pure. C'était ça, le but, dis-je. Pas de te punir, mais de te libérer. Nous restâmes silencieux pendant un moment. Juste 3 adultes et un bébé dans une petite chambre d'hôpital, essayant de comprendre comment reconstruire ce qui avait été brisé. Finalement, ce fut Mathieu qui parla. « Madame Beaumont, est-ce que vous accepteriez de… » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « De quoi ?»« De faire partie de la vie de Léon. Pas financièrement, juste, comme sa grand-mère. »« Et vous, Céline ?» Je la regardais. « C'est ce que tu veux aussi ?»« Plus que tout, maman. Mais je comprends si tu ne peux pas, si tu as trop souffert. » Je regardais à nouveau le bébé dans mes bras. Ce petit être qui représentait une nouvelle chance, une nouvelle génération, un nouveau départ. « Je veux être dans sa vie, dis-je, mais avec des règles. »« Quelles règles ?» demanda Céline. « Règle numéro 1, je ne suis pas une banque. Si vous avez des problèmes financiers, vous les réglez vous-même d'abord. Si vous ne pouvez vraiment pas, et seulement dans ce cas, vous m'en parlez. Mais l'argent ne sera jamais un cadeau. Ce sera un prêt, avec contrat. » Mathieu hocha la tête. « D'accord. » Règle numéro 2, respect mutuel. Je ne critique pas vos choix de vie. Vous ne critiquez pas les miens. On est tous des adultes. « D'accord, » dit Céline. Règle numéro 3, si jamais, l'un de vous me parle comme tu m'as parlé ce soir de vendredi en octobre, c'est fini. Immédiatement. Je ne donnerai pas de deuxième chance. Céline déglutit. Je comprends. Et règle numéro 4, je veux voir Léon, régulièrement. Pas tous les jours, je ne suis pas envahissante, mais une fois par semaine, chez vous, chez moi, au parc, peu importe. Mais je veux être sa grand-mère. Vraiment. C'est tout ce qu'on veut, maman, dit Céline, les larmes coulant à nouveau. C'est tout ce qu'on veut. Je regardais Léon. Il avait ouvert les yeux maintenant. De grands yeux bleus qui me fixaient avec cette innocence absolue
que seuls les bébés possèdent. « Bonjour, mon petit, murmurai-je. Je suis ta grand-mère, et je vais t'aimer de tout mon cœur. Mais je vais aussi t'apprendre quelque chose d'important. Je vais t'apprendre que l'amour et le respect vont ensemble, qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. » Je restai à l'hôpital jusqu'à 9 heures du matin. On parla. De tout. Du passé, du présent, de l'avenir. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments tendus, des reproches, des larmes. Mais à la fin, il y eut aussi quelque chose qui ressemblait à un début de guérison. Avant de partir, je sortis quelque chose de mon sac à main. Une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda Céline. « Ouvre. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de 5 000 €. « Maman, non, on ne peut pas. »« Ce n'est pas pour vous. C'est pour Léon, pour son compte d'épargne. Vous ouvrez un livret A à son nom, vous y déposez ce chèque, et chaque année pour son anniversaire, j'ajouterai 2 000 €. Mais personne, ni vous, ni moi, ne touche à cet argent avant ses 18 ans. C'est pour ses études. » Mathieu regardait le chèque, les yeux écarquillés. « Madame Beaumont, je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu vas en prendre soin, de ce bébé et de ma fille. »« Je vous le promets. » Je me levai pour partir. Céline attrapa ma main. « Maman ? » ?»« Oui ? » ?»« Est-ce que tu as vendu l'appartement de Neuilly ? » ?»« Ah, voilà, la question que j'attendais. »« Oui. » Je vis son visage se décomposer légèrement. Elle avait peut-être gardé un espoir secret que je le lui rende un jour. Pour combien ? 380 000 €. J'ai fait 60. 0 € de profit sur les 6 mois. Oh ! Mais avant que tu demandes, non, je ne vais pas vous le donner. Je n'allais pas. Si, tu allais. Et c'est normal. Mais écoute-moi bien. Cet argent va dans un compte bloqué pour Léon. Pas pour ses études, ça, c'est le livret A. Mais pour quand il aura 25 ans. Pour qu'il puisse acheter son premier appartement, ou démarrer son entreprise, ou faire ce qu'il veut, mais avec une condition. Laquelle ? Il devra me promettre de ne jamais, au grand jamais, traiter ses parents comme tu m'as traité. Céline éclata en sanglots. « Maman. »« Chut, c'est bon, tout va bien. On recommence à zéro, d'accord ? » ?»« D'accord. » Je l'embrassai sur le front, puis Mathieu sur la joue. Puis Léon une dernière fois. « Reposez-vous. Je reviendrai demain avec des vraies fleurs et des croissants de chez Poilane. »« Maman ? » ?»« Oui ? » ?»« Je t'aime. » Ces 3 mots que je n'avais pas entendus depuis des mois. Je t'aime aussi, ma chérie. Les mois qui suivirent furent étranges. Pas faciles, mais étranges. C'était comme si Céline et moi devions réapprendre à nous connaître, à exister l'une avec l'autre sans les vieux schémas de dépendance et de ressentiment. Je tins ma promesse. Chaque mercredi après-midi, j'allais à Montreuil. Au début, c'était bizarre. L'appartement était si petit comparé à celui de Neuilly. 2 pièces, une cuisine minuscule, une salle de bain où on pouvait à peine se retourner. Mais c'était propre, organisé. Et surtout, il y avait quelque chose dans l'air que je n'avais jamais senti chez eux avant, de la fierté. Céline me montrait tout avec un enthousiasme presque enfantin. « Regarde, maman, on a trouvé cette étagère chez Emmaüs pour 15 €. Et ce tapis, c'était sur le Bon Coin, 30 €. Et les rideaux, je les ai cousus moi-même. Cousus elle-même. Ma fille, qui avait toujours payé des décorateurs d'intérieur, avait appris à coudre. Mathieu aussi avait changé. Il n'évitait plus mon regard. Il me parlait de son travail, le bon et le mauvais. Il me montrait ses fiches de paie avec une franchise brutale. Voilà ce qu'on gagne. C'est pas beaucoup, mais c'est honnête. Et Léon. Oh Léon. Ce petit garçon devenait le centre de ma vie d'une manière que je n'avais pas anticipée. Chaque mercredi, je le prenais dans mes bras et je me perdais dans ses yeux bleus. Il grandissait si vite. À 2 mois, il souriait. À 3 mois, il riait. À 4 mois, il reconnaissait ma voix. Un mercredi de mai, Léon avait alors 4 mois, j'arrivai chez eux avec une poussette haut de gamme que j'avais achetée. Céline la regarda avec des yeux ronds. « Maman, c'est une bugaboo,
Ça coûte 200 €. Je sais combien ça coûte. On n'a dit pas de cadeau. Non, on a dit que je ne suis pas une banque. Une grand-mère a le droit de gâter son petit-fils. C'est dans le manuel. Mathieu rit. Il y a un manuel? Absolument. Rédigé par toutes les grand-mères du monde depuis le début de l'humanité. Céline me serra dans ses bras. Merci, maman. De rien. Et puis, mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Si je dois vous accompagner au parc, autant que le bébé soit confortablement installé. En juin, il y eut un incident. Un test, en quelque sorte. Céline m'appela un mardi soir. Sa voix était tendue. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » Mon cœur se serra. « Je t'écoute. » Mathieu a eu une opportunité, un poste de chef de maintenance dans un plus grand hôtel. 3. 200 € par mois. Mais il faut qu'il passe une formation de 2 semaines. Et la formation coûte 800 €. Je me raidis. Et vous n'avez pas l'argent? Non. On a économisé 900 € en 6 mois. Mais il nous en manque 900. Silence. Je sentais qu'elle attendait quelque chose de moi. Mais elle ne demandait pas directement. Elle testait les nouvelles règles. Et qu'est-ce que vous comptez faire? On a demandé à sa banque. Ils peuvent nous prêter 200 € à 5% d'intérêt sur 18 mois. Ça ferait 120 € par mois de remboursement. On peut se le permettre si on réduit nos dépenses ailleurs. C'est un bon plan. Tu penses? Oui, vous avez fait vos calculs. Vous avez évalué les options. Vous êtes capable de rembourser. C'est exactement ce que des adultes responsables font. Donc, tu ne vas pas nous aider? Cette question était chargée. Pas agressive, juste, curieuse, comme si elle cherchait vraiment à comprendre où était la ligne. Céline, laisse-moi te poser une question. Si je te donne les 900 €, qu'est-ce que ça t'apprend? Elle réfléchit. Que maman est toujours là pour rattraper. Exactement. Mais si vous prenez ce prêt, que vous le remboursez mois après mois, qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'on est capable. Voilà. Vous êtes capable. Et c'est ça qui compte. D'accord. Merci, maman. De quoi? Je n'ai rien fait. Si, tu m'as aidé à comprendre. Mathieu obtint le poste. Son salaire augmenta. Ils remboursèrent le prêt en 16 mois au lieu de 18. Et chaque fois que je les voyais, je voyais 2 personnes qui grandissaient, qui mûrissaient. Un samedi d'octobre, presque un an jour pour jour après ce terrible coup de téléphone, Céline me proposa de venir dîner chez eux. Je faillis refuser. Les souvenirs étaient encore trop frais, mais elle insista. « Maman, s'il te plaît, on a préparé quelque chose de spécial. » J'acceptais, avec une certaine appréhension. Quand j'arrivais, l'appartement sentait bon. Un rôti de bœuf mijotait dans le four. La table était mise avec soin. Rien de luxueux, mais joli. Léon, maintenant âgé de 9 mois, babillait dans son parc. Nous nous assîmes pour dîner. Le repas était simple mais délicieux. Nous parlâmes de tout et de rien. De la météo, des premiers pas de Léon, du nouveau projet de Mathieu au travail. Puis, au dessert, une tarte aux pommes maison. Céline posa sa fourchette et me regarda. « Maman, il y a 1 an aujourd'hui, je t'ai appelé et je t'ai crié dessus. » Le silence tomba sur la table. « Je sais, » dis-je doucement. « Je voulais te dire quelque chose, en face, pas par téléphone. Je t'écoute. Je suis désolée, vraiment, profondément désolée, pas juste pour ce soir-là, mais pour des années de prendre tout pour acquis, de te traiter comme si ton amour, ton argent, ton temps étaient des droits et non des cadeaux. » Mathieu prit le relais. Et moi aussi, je me suis comporté comme un enfant. Un homme qui ne pouvait pas assumer ses responsabilités et qui s'en prenait à celles qui nous aidaient. C'était pathétique. « Ce n'est pas... » commençai-je. « Si, » coupa Céline. « C'était pathétique. Et tu as eu le courage de nous le montrer, de nous forcer à grandir. Et aujourd'hui... » Elle regarda autour d'elle, vers leur petit appartement. « Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Mais ce qu'on a, on l'a gagné. Et ça vaut tout l'or du monde. » Je sentis ma gorge se serrer. Vous savez ce qui me rend le plus fier? Quoi?
Ce n'est pas que vous ayez un appartement ou de l'argent de côté. C'est que quand Léon vous regarde, il voit deux parents forts, deux parents qui se battent, qui assument, qui ne rejettent pas la faute sur les autres. Céline essuya une larme. « Tu penses qu'on fait du bon boulot ? Je pense que vous faites un excellent boulot. » Après le dîner, je restais pour aider à ranger. Mathieu donna le bain à Léon pendant que Céline et moi faisions la vaisselle côte à côte dans la minuscule cuisine. « Maman ? Oui ? Tu as des regrets d'avoir fait ce que tu as fait ? » Je réfléchis honnêtement. Des regrets ? Non. De la tristesse pour la douleur que ça a causée ? Oui. Mais des regrets ? Non. Parce que regarde où nous sommes maintenant. Regarde qui tu es devenue. Qui suis-je devenue ? Une femme forte, indépendante, une mère, une vraie. Elle s'appuya contre moi. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis ce terrible coup de téléphone d'octobre. Léon a maintenant 2 ans et 3 mois. Il court partout. Il parle. Il m'appelle « mamie », avec cet accent adorable que seuls les tout-petits maîtrisent. Céline et Mathieu vivent toujours dans leur T2 à Montreuil. Ils auraient pu déménager. Avec le salaire amélioré de Mathieu et le retour de Céline au travail à temps partiel, ils pourraient se permettre un 3 pièces. Mais ils ont décidé de rester. « On économise pour la mise de fonds d'un appartement qu'on achètera nous-mêmes », m'a expliqué Céline. « Dans 3 ou 4 ans. » Eux-mêmes. Ces mots me remplissent de fierté chaque fois que je les entends. La semaine dernière, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais chez eux pour notre mercredi habituel. Léon jouait avec ses cubes pendant que Céline préparait du thé. Mathieu était au travail. « Maman, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle sortit un dossier. À l'intérieur, des relevés bancaires, des tableaux, des calculs. On a économisé 28 000 €. Je la regardais, stupéfaite. 28 000 € en 2 ans ? En 2 ans et 3 mois. Mathieu a eu 2 augmentations. Moi, je travaille 28 heures par semaine maintenant. On met de côté entre 700 et 900 € par mois. Céline, c'est incroyable. Et on a calculé, dans 3 ans, on aura environ 60 000 €. Assez pour un apport de 20% sur un appartement de 300 000 €. Un T3 correct. Peut-être pas à Paris, mais en proche banlieue. Je ne savais pas quoi dire. Cette femme devant moi, ma fille, était si différente de celle qui m'avait supplié de la sauver il y a 2 ans. Je suis incroyablement fière de toi. C'est toi qui m'as appris. Non, je t'ai juste forcé à te réveiller. C'est toi qui as fait le reste. Elle s'assit à côté de moi. Tu sais ce qui est drôle ? Quoi ? Il y a 2 ans, quand tu m'as enlevé l'appartement de Neuilly, j'ai pensé que tu m'avais tout pris. Mais en réalité, tu m'as tout donné. Comment ça ? Tu m'as donné ma dignité, ma force, ma capacité à me débrouiller seule. Et aujourd'hui, quand je regarde Léon, je me dis, je veux qu'il apprenne ça aussi. Je veux qu'il sache que l'amour ne signifie pas tout donner sans limite. Ça signifie donner avec respect. Des 2 côtés. Le mois dernier, pour l'anniversaire de mes 70 ans, Céline et Mathieu m'ont organisé une petite fête. Juste nous 4, eux, Léon et moi, dans leur appartement. Ils avaient cuisiné un repas entier. Entrée, plat, dessert. Ils avaient accroché des guirlandes. Léon m'avait fait un dessin. Enfin, des gribouillis colorés, mais pour moi, c'était un chef-d'œuvre. À la fin du repas, ils m'ont donné un cadeau, une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte faite main. Et sur la carte, ces mots « Chère maman, mamie, tu nous as sauvés en nous laissant tomber. Tu nous as aimés en disant non. Tu nous as appris que le respect est aussi important que l'amour. Et pour ça, on te sera éternellement reconnaissant. Avec tout notre amour, Céline, Mathieu et Léon. » Sous la carte, il y avait quelque chose d'autre. Un chèque de 1 000 €. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, confuse. « Tu te souviens, » dit Mathieu, « quand tu es venu à l'hôpital le jour de la naissance de Léon, tu nous as donné 5 000 € pour son livret A. » « Oui, et alors ?» « Alors, on a décidé qu'on voulait contribuer aussi.
On a mis 1 000 € de plus sur son compte, parce qu'on veut qu'il sache que ses parents aussi ont travaillé pour son avenir, pas seulement sa grand-mère. Je restais sans voix. Des larmes coulaient sur mes joues, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Vous êtes extraordinaire. Non, dit Céline. On est juste en train de devenir les adultes qu'on aurait toujours dû être. Ce soir, je suis assise dans mon appartement de l'avenue Foch, la même pièce où tout a commencé il y a 2 ans, la même fenêtre, la même vue sur Paris. Mais tout est différent, parce que maintenant, je ne suis plus une mère désespérée qui s'accroche à sa fille par peur de la perdre. Je suis une grand-mère aimée, respectée, qui a sa place dans une famille saine. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir été aussi dure, si j'aurais pu faire autrement, si j'ai vraiment dû aller aussi loin. Et ma réponse est toujours la même. Oui. Oui, j'ai dû aller aussi loin. Parce que parfois, le plus grand amour qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de les laisser tomber. Pas pour qu'ils se brisent, mais pour qu'ils apprennent à se relever seuls. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Léon. 2 ans. Céline organise une fête dans leur appartement. Elle a invité quelques amis, quelques voisins. Elle m'a demandé de faire le gâteau. Ma spécialité, le fraisier. J'ai dit oui, évidemment. Parce que maintenant, quand elle me demande quelque chose, ce n'est pas une exigence, c'est une invitation, avec respect, avec amour. Et ça change tout. Conclusion, message final. Si vous êtes parent, écoutez-moi bien. Aimer vos enfants ne signifie pas tout leur donner. Ça signifie leur donner ce dont ils ont besoin pour devenir forts, indépendants, capables. Parfois, ça veut dire non, poser des limites, laisser tomber. Et si vous êtes enfant, même adulte, sachez ceci, vos parents ne vous doivent rien. Leur amour n'est pas un dû, c'est un cadeau, traitez-le comme tel. Le respect et l'amour doivent aller de pair. L'un sans l'autre, c'est juste de l'exploitation déguisée. J'ai 70 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais cette décision, annuler cet appartement, expulser ma fille, n'en fait pas partie. C'était la décision la plus difficile de ma vie. Mais c'était aussi la meilleure. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une fille qui me respecte, un gendre qui me respecte, et un petit-fils qui grandira en sachant que l'amour, c'est plus que juste donner de l'argent. C'est donner du respect. C'est donner de la force. C'est donner la capacité de se tenir debout même quand tout s'écroule. Et ça n'a pas de prix. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle a résonné avec votre propre vie, s'il vous plaît, partagez-la. Partagez-la avec vos parents, avec vos enfants, avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de reconstruire, que les erreurs ne sont pas définitives, que l'amour peut survivre à la douleur. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires vraies, difficiles, mais pleines d'espoir, abonnez-vous à cette chaîne. Activez les notifications, parce que la vie est pleine de leçons. Et chaque leçon mérite d'être racontée. Merci de m'avoir écouté. Je suis Marguerite Beaumont. Et voici le prix de la dignité.